genre si. Coucou Galou, comment ça va? Je vais pas tarder à dormir, je vais écouter un peu. Oui, il y a toujours eu de l'orage Galou. C'est le fond sonore des streams. C'est une pluie orageuse avec un peu qui crépite. Et par moments vous avez des... je sais pas trop comment appeler ça, genre des gribouillis sur une page. Crayon à papier. C'est un peu les sons que vous avez. Je sais plus où j'habite. Je l'ai écrit il y a 3 secondes. 17-18, très bien. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ah oui, en plus ça va être intéressant. Et l'autre c'est quoi? Et coucou Max, comment ça va? On est en live ASMR, il n'y a pas les sons. Puisque c'est de la ASMR, les sons sont désactivés. Il n'y a pas le son des volos non plus, il n'y a rien du tout. Non. Voilà. J'étais en stage depuis lundi, très intéressant. C'était un stage de quoi du coup, Galou? Oh t'inquiète, pas de soucis Max, hein, du coup il n'y a pas... Donc il n'y a pas de soucis. Bon, c'est cool si tu t'es intéressé à ta formation, Galou. C'est le principal. Hop. Merde. Je m'étale un petit peu. Voilà. Découverte de la mobilité dans la fonction publique. Ah, c'est intéressant. C'est genre... comment dire, les personnes qui sont en fauteuil et tout, qui doivent se déplacer en ville, des trucs comme ça. Genre les trottoirs, les... Pourquoi je suis en train de voir la taille du bordel? Ne correspond pas. Attendez. Ah oui d'accord, je comprends mieux pourquoi. Ok. Ouais. Il me semble qu'avant c'était sur toute la page. Je regarderai ça dans les options. Je sais que vous entendez les clics donc je vais arrêter. Ah, du coup c'est quoi Galou? Raconte-nous. Parce que pour moi la mobilité... Ou alors c'est mobilité, pas du tout déplacement du coup. C'est quoi? Dis-nous tout. C'est les éléments et textes que tu as besoin si tu veux changer de ministère, puis ça n'a rien à voir. J'ai retracé mes dessins sur un journal d'animal. Il y a plein de choses dans le journal que je retrace et j'ai fait à côté un dessin animé, j'aime bien, du coup je continue. Nickel. Nickel, nickel. Bah du coup n'hésite pas à partager, hein, même sur le Discord, il y a un coin des artistes exprès pour ça. Voilà, voilà. Bon, du coup, c'est cool. Du coup, tu vas faire ça, Galou. Par rapport à ta formation. Hop. Bon, commencer le loulou. En plus, c'est un chapitre intéressant. Chapitre 17. Un souvenir brumeux. Une fin d'après-midi, quelques jours après le nouvel an, Harry, Ron et Ginny attendaient en file indienne devant la cheminée pour rentrer à Poudlard. Le ministère avait établi une connexion exceptionnelle avec le réseau des cheminées pour ramener rapidement et en toute sécurité les élèves à l'école. Seule Madame Weasley était présente pour leur dire au revoir. Merci beaucoup, Max. J'ai 20 ans de carrière et je veux faire un bilan. Bah oui, t'as bien raison, Galou.
Monsieur Weasley, Fred, George, Bill et Fleur étant tous partis travailler. D'ailleurs, je me pose une vraie question. Qu'est-ce qu'elle fait Fleur comme travail déjà? Elle travaille à Gringotts, je crois. Je sais plus. Au moment de la séparation, Madame Weasley tient en larmes. Il en fallait d'ailleurs peu pour l'émouvoir ces derniers temps. Elle avait pleuré à plusieurs reprises depuis que Percy était parti en trompe de la maison, ses lunettes maculées de purée et de panais, ce dont Fred, George et Ginny s'attribuaient tous trois le mérite. « Ne sois pas triste, maman, dit Ginny, en lui tapotant le dos, tandis que Madame Weasley sanglotait sur son épaule. Tout va bien. Oui, ne t'inquiète pas pour nous, ajouta Ron, en laissant sa mère lui donner un baiser humide sur la joue. Ni pour Percy. Un crétin pareil, ce n'est pas une grande perte. Madame Weasley sanglota de plus belle lorsqu'elle étreignit Harry. Promets-moi d'être bien prudent. Ne t'attire pas d'ennui. Je suis toujours prudent, Madame Weasley, assura Harry. Vous connaissez, j'aime bien mener une vie paisible. Elle eut un petit rire mouillé et recula d'un pas. Soyez sages, tous. Harry s'avança dans le feu vert émeraude et cria « Poudlard !» Il y eut une dernière vision fugitive de la cuisine et du visage ruisselant de larmes de Madame Weasley avant que les flammes l'engloutissent. Tournant très vite sur lui-même, il entrevit des images floues d'autres maisons de sorciers qui disparaissaient en un éclair sans lui laisser le temps de les détailler. Puis, le tourbillon ralentit et il s'arrêta enfin dans la cheminée du professeur McGonagall qui lui jeta à peine un coup d'œil lorsqu'il sortit de l'âtre. « Bonsoir, Potter. Essayez de ne pas mettre trop de cendres sur le tapis. »« Oui, professeur. » Harry rajusta ses lunettes et se lissa les cheveux pendant que Ron apparaissait dans un tournoiement de flammes. Lorsque Ginny fut également arrivée, tous trois sortirent du bureau du professeur McGonagall et se dirigèrent vers la tour de Gryffondor. En passant devant les fenêtres, Harry jeta des coups d'œil au dehors. Le soleil descendait déjà sur le parc enveloppé d'une couche de neige plus épaisse que celle que recouvrait le jardin du terrier. Au loin, il voyait Hagrid donner à manger à Puck devant sa cabane. « Babiole !» lança Ron d'un ton assuré lorsqu'ils furent arrivés devant la grosse dame qui paraissait plus pâle qu'à l'ordinaire et grinça en l'entendant parler si fort. « Non, dit-elle. Comment ça, non ? Il y a un nouveau mot de passe et arrêtez de hurler, s'il vous plaît. Mais on n'était pas là. Comment voulez-vous qu'on... Harry, Ginny. Hermione se précipitait vers eux. Elle avait le teint d'un rose soutenu et portait une cape, un chapeau et des gants. Je suis revenue il y a 2 heures. Je suis allée voir Hagrid et Puck, ou plutôt vent debout, dit-elle, hors d'haleine. Vous avez passé un bon Noël? Ouais, répondit aussitôt Ron, très mouvementé. Rufus Scrim, j'ai quelque chose pour toi, Harry, coupa Hermione sans regarder Ron et en faisant mine. Attendez, j'ai un moustique. Je l'ai raté, voilà. Et en faisant mine de n'avoir rien entendu. Oh, attends, le mot de passe, c'est abstinence. Exact, dit la grosse dame d'une voix faible, et elle pivota pour dégager l'ouverture. Qu'est-ce qu'elle a demanda Harry. Apparemment, elle a fait des excès à Noël, répondit Hermione, levant les yeux au ciel, tandis qu'elle entrait la première dans la salle commune pour thé. Avec son amie Violette, elles ont bu tout le des moines ivres dans ce tableau qu'on voit en allant en cours de sortilège. Mais d'abord, elle fouilla un instant dans sa poche et en sortit un rouleau de parchemin qui portait l'écriture de Dumbledore. Parfait, dit Harry, qui le déroula aussitôt pour découvrir que sa prochaine leçon avec Dumbledore aurait lieu le lendemain soir. J'ai beaucoup de choses à lui raconter, et à toi aussi. Allons nous asseoir. Mais au même moment, une voix aiguë retentissante s'écria « Ronron !» Et la Van Brown surgit de nulle part pour se jeter dans les bras de Ron. Il y eut quelques ricanements autour d'eux. Hermione éclata d'un rire cristallin et dit « Je vois une table libre là-bas.
enlacés dans une étreinte qui ressemblait à une prise de catch, Harry entraîna Hermione vers la table. Alors, comment s'est passé ton Noël? Oh, très bien, répondit-elle avec un haussement d'épaule. Rien de spécial. Comment c'était chez Ronron? Je te raconterai ça dans un instant, dit Harry. Mais d'abord, Hermione, est-ce que tu ne pourrais pas... Non, je ne peux pas, répliqua-t-elle d'un ton catégorique. Inutile de me le demander. Je me disais que peut-être, après Noël, c'est la grosse dame qui a bu un tonneau de vin de 500 d'âge. Ah, pas moi. Alors, quelle était cette nouvelle importante que tu voulais m'annoncer? Elle avait l'air trop féroce pour qu'on puisse discuter avec elle, et Harry renonça à parler de Ron. Il lui raconta là plutôt la conversation qu'il avait surprise entre Malfoy et Rogue. Lorsqu'il eut terminé, Hermione réfléchit un moment avant de dire « Tu ne crois pas qu'il faisait semblant de lui proposer de l'aide pour amener Malfoy à lui révéler ce qu'elle préparait ?» Oui, c'est ça, approuva Hermione. Le père de Ron et Lupin pensent la même chose. Dit Harry à contre-cœur, mais ça prouve quand même que Malfoy mijote quelque chose, tu ne peux pas le nier. Non, en effet, répondit Hermione avec lenteur, et il agit sous ordre de Voldemort, comme je le disais. Est-ce que l'un d'eux a clairement prononcé le nom de Voldemort? Harry fronça les sourcils, essayant de se rappeler. Je ne me souviens plus très bien. Rogue a parlé de votre maître. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Je ne sais pas, dit Hermione en se mordant la lèvre. Peut-être son père. Elle le regarda dans le vide, apparemment perdue dans ses pensées, sans même remarquer Lavande, qui était en train de chatouiller Ron. Comment va Lupin? Pas très bien, répondit Harry. Il lui raconta sa mission chez les loups-garous et les difficultés qu'il rencontrait. Tu as déjà entendu parler de Fenrir Greyback? Oh oui, s'exclama Hermione, alarmée. Et toi aussi, Harry? Quand? En histoire de la magie. Tu sais très bien que je n'écoute jamais. Non, non, pas en histoire de la magie. Malfoy a prononcé son nom pour emmener ses barjots. Dans l'allée des embrumes, tu te souviens? Il a dit que Greyback était un vieil ami de la famille et qu'il viendrait vérifier si Barjot faisait bien son travail. Harry la regarda bouche bée. J'avais oublié. C'est bien la preuve que Malfoy est un mange-mort. Sinon, comment pourrait-il être en contact avec Greyback et lui donner des instructions? C'est assez louche en effet, dit Hermione dans un souffle. À moins que... Allons, ça suffit, coupa Harry exaspéré. Cette fois, tu ne peux plus trouver d'autres excuses. Il y a toujours la possibilité que ce soit des menaces en l'air. Tu es vraiment incroyable, répliqua Harry en hochant la tête. Mais on verra bien qui avait raison. Tu seras obligé d'admettre que tu t'es trompé, Hermione. Tout comme le ministre. Ah oui, je ne t'ai pas dit. Je me suis aussi disputé avec Rufus Scrimgeour. Et le reste de la soirée se passa dans une ambiance amicale. Tous deux, fustigeant le ministre de la magie, car tout comme Ron, Hermione pensait qu'après tout ce que le ministère avait fait subir à Harry l'année précédente, il avait le culot de lui demander son aide aujourd'hui. Il avait du culot. Le nouveau trimestre commença le lendemain matin, avec une bonne surprise pour les 6e années. Un grand écriteau avait été placardé au cours de la nuit, sur le tableau d'affichage de la salle commune. Leçon de transplanage, si vous avez 17 ans, ou si vous devez les avoir avant le 31 août prochain, vous pourrez suivre un stage de 12 semaines consacré à des leçons de transplanage sous la direction d'un moniteur de transplanage du ministère de la Magie. Si vous êtes intéressé, veuillez écrire votre nom ci-dessous. Coup 15 Galions. Et salut, comment ça va? Installe-toi bien. Harry et Ron se mêlèrent à la foule qui se bousculait devant l'écriteau. Chacun attendant son tour d'écrire son nom. Ron venait de sortir sa plume pour noter le sien, après celui d'Hermione, lorsque Lavande s'approcha silencieusement de lui par derrière, plaqua les mains sous ses yeux et dit d'une voix roucoulante: « Devine qui c'est, Ron?
Harry se retourna et vit Hermione s'éloigner d'avec raideur. N'ayant aucune envie de rester entre Ron et Lavande, il la rattrapa. Mais à sa grande surprise, les rejoignit peu après qu'ils furent sortis dans le couloir. Il avait les oreilles rouges et paraissait de mauvaise humeur. Sans un mot, Hermione accéléra le pas pour marcher à la hauteur de Neville. Des leçons de transplanage, dit Ron d'un ton signifiant, qui signifiait clairement qu'il valait mieux ne pas faire allusion à ce qu'il venait de se passer. Ça devrait être rigolo, non? Je ne sais pas, répondit Harry. C'est peut-être mieux quand on le pratique soi-même, mais je n'ai pas beaucoup aimé ça le jour où Dumbledore m'a emmené avec lui. J'avais oublié que tu l'avais déjà fait. J'espère que j'aurai mon permis du premier coup, dit Ron anxieux. Fred et George ont eu le leur tout de suite. Charlie l'a raté, non? Oui, mais Charlie pèse plus lourd que moi. Ron écarta les bras de chaque côté, comme un gorille. Alors Fred et George n'ont pas fait trop de commentaires. Pas en face de lui en tout cas. Quand est-ce qu'on peut passer le permis? Dès qu'on a 17 ans. Ce sera seulement en mars. Oui, mais de toute façon, il te serait impossible de transplaner ici, dans le château. Ce n'est pas ça l'important. Tout le monde saura quand même que je pourrais le faire si je le voulais. Ron n'était pas le seul à être emballé par la perspective d'apprendre à transplaner. Tout au long de la journée, on parlait beaucoup des futures leçons. L'idée de disparaître et de réapparaître ailleurs à volonté plaisait beaucoup à tout le monde. Ça va être cool quand on pourra simplement, hop, ses muscles claquaient des doigts pour évoquer la disparition. Mon cousin Fricus le fait juste pour m'énerver, mais attends que j'en sache autant que lui. Il n'aura plus jamais la paix. Merci beaucoup, je suis contente que ça te plaise. Bah du coup, en fait, c'est tous les follow, ils peuvent choisir leur petit avatar en dessous sur le stream, il y a un stream avatar. Et tous les follow peuvent prendre un petit personnage. Perdu dans les visions que lui inspirait cette heureuse pensée, il agita sa baguette avec un peu trop d'enthousiasme, et au lieu de produire la fontaine d'eau pure, qui était l'objet de la leçon du sortilège du jour, il fit jaillir un puissant jet d'eau, semblable à celui d'un tuyau d'arrosage. Le jet d'eau ricocha contre le plafond et frappa de plein fouet le professeur Flitwick, qui tomba face contre terre. Harry a déjà transplané, dit Ron à Sémus, quelque peu embarrassé, après que le professeur Flitwick se fût séché d'un coup de baguette magique et lui eût donné des lignes à copier. Je suis un sorcier et non un babouin armé d'un bâton. Quelqu'un là, lui, tu sais, le transplanage d'escorte. Ouah, merci Mus. Dean, Navi et lui penchèrent la tête un peu plus pour entendre Harry raconter l'effet que faisait un transplanage. Pendant tout le reste de la journée, il fut assiégé de questions posées par d'autres élèves de 6e année qui lui demandaient de décrire la sensation qu'on éprouvait en transplanant. Tous semblaient plus impressionnés que rebutés quand ils l'écoutaient expliquer à quel point c'était désagréable. À 8h moins 10, ce soir-là, il répondait encore à des questions détaillées jusqu'au moment où il fut obligé de mentir en prétendant devoir rendre un livre à la bibliothèque pour prendre sa leçon avec Dumbledore. Les lampes étaient allumées dans le bureau, les portraits des anciens directeurs ronflaient doucement dans leur cadre et la pancine était à nouveau prête sur la table. Dumbledore avait posé les mains de chaque côté, la droite toujours aussi noircie et brûlée. Il ne semblait pas du tout avoir cicatrisé, et Harry se demanda, sans doute pour la 100e fois, ce qui avait pu provoquer une blessure aussi particulière, mais il resta silencieux. Dumbledore lui avait dit qu'il finirait par le savoir un jour et de toute façon, il voulait lui parler d'un autre sujet. Mais avant que Harry ait pu dire quoi que ce soit sur Malfoy ou Rogue, Dumbledore prit la parole. Il paraît que tu as rencontré le ministre de la magie à Noël. Oui, dit Harry, et il n'est pas très content de moi. Non, soupira Dumbledore, il n'est pas très content de moi non plus. Mais ne nous
laissons pas submerger par l'angoisse Harry et continuons plutôt à nous battre. Harry eut un sourire. Il voulait que je dise à la communauté des sorciers que le ministère faisait un travail magnifique. Dumbledore sourit à son tour. À l'origine, c'était l'idée de Fudge. Au cours des derniers jours où il était en fonction, quand il essayait désespérément de se cramponner à son poste, il a cherché à te rencontrer en espérant que tu lui apporterais son soutien. Ton soutien, pas. Après tout ce qu'il m'a fait subir l'année dernière, s'indigna Harry, après ombrage. J'ai dit à Cornelius qu'il n'avait aucune chance d'y parvenir, mais l'idée n'est pas morte lorsqu'il est parti. Quelques heures après sa nomination, j'ai vu Scrimgeour et il a exigé que j'organise une rencontre avec toi. C'est donc pour ça que vous vous êtes disputés, s'exclama Harry. Ils en ont parlé dans la Gazette du Sorcier. Il arrive de temps en temps que la Gazette dise la vérité, répondit Dumbledore, même si c'est par hasard. Oui, c'était bien l'objet de notre désaccord, mais apparemment, Hortense a fini par trouver le moyen d'avancer avec toi. Il m'a accusé d'être l'homme de Dumbledore jusqu'au bout. Quelle grossièreté de sa part. Je lui ai répondu que c'était vrai. Dumbledore ouvrit la bouche comme s'il allait parler, puis le referma. Derrière Harry, fume sec. Le phénix lança un faible cri, doux et mélodieux. Très gêné, Harry se rendit soudain compte que les yeux bleus et brillants de Dumbledore paraissaient un peu humides, et il baissa aussitôt le regard sur ses genoux. Lorsque Dumbledore reprit la parole, cependant, sa voix était faible. Je suis très touché, Harry. Scrimgeour voulait savoir où vous alliez quand vous n'êtes pas Poudlard, dit Harry, fixant toujours ses genoux. Oui, il est très curieux en la matière. Dumbledore avait maintenant un ton joyeux, et Harry pensa qu'il pouvait lever les yeux sans crainte. Il a même essayé de me faire suivre, continua Dumbledore. Très amusant, vraiment. Il a dessiné Dawlish pour me filer. Ce n'était pas très gentil de sa part. J'avais déjà été obligé un jour de jeter un mauvais sort à ce Dawlish, et j'ai dû recommencer à mon plus grand regret. Bonne nuit, Galou, repose-toi bien. Dis bisous. Donc, ils ne savent toujours pas où vous allez, demanda Harry, qui espérait en apprendre davantage sur ce sujet très intrigant. Mais Dumbledore se contenta de sourire en le regardant par-dessus ses lunettes en demi-lune. Non, ils ne le savent pas, et il n'est pas encore temps que toi, tu le saches. À présent, je suggère que nous passions à la suite. À moins qu'il y ait autre chose. En fait, oui, monsieur, répondit Harry. C'est à propos de Malfoy et de Rogue. Le professeur Rogue, Harry. Oui, monsieur, j'ai surpris une conversation entre eux le soir de la fête que tenait le professeur Slughorn. En réalité, je les ai suivis. Le visage impassible de Dumbledore écouta le récit de Harry. Lorsque celui-ci eut terminé, Dumbledore resta silencieux quelques instants, puis il dit « Merci de m'avoir raconté ça, Harry, mais je te conseille de l'oublier. Je ne crois pas que ce soit d'une très grande importance. » Pas d'une très grande importance, répéta Harry, incrédule. Le professeur a compris. Oui, Harry, étant doté d'une intelligence hors du commun, j'ai compris ce que tu m'as dit, répliqua Dumbledore d'un ton un peu brusque. Je crois que tu pourrais même considérer que j'ai compris un peu plus de choses que toi. Encore une fois, je suis très content que tu te sois confié à moi, mais je puis t'assurer que rien dans ce que tu m'as raconté n'est de nature à m'alarmer. Harry resta silencieux, mais il se sentait bouillonner et regardait Dumbledore d'un œil flamboyant. Que se passait-il? Cela signifiait-il que Dumbledore avait bel et bien ordonné à Rogue d'enquêter sur les manigances de Malfoy, auquel cas il savait déjà par Rogue tout ce que Harry venait de lui rapporter? Ou bien, ce qu'il avait entendu l'inquiétait véritablement sans qu'il veuille le montrer? Donc, monsieur, dit Harry d'un ton qui laissait
Dumbledore, qui n'avait pas l'air très indulgent. Ma réponse n'a pas changé. Je m'en doute, lança d'une voix narquoise. De toute évidence, Phineas Négulus avait seulement fait semblant de dormir, mais Dumbledore ne lui prêta aucune attention. Maintenant, j'insiste pour que nous passions à la suite. J'ai à te parler de choses beaucoup plus importantes ce soir. Harry avait envie de se révolter. Qu'arriverait-il s'il refusait de changer de sujet, s'il insistait pour défendre son point de vue sur Malfoy? Comme s'il avait lu dans ses pensées. Dumbledore hocha la tête. Ah, Harry, cela se produit souvent, même chez les meilleurs amis du monde. Chacun pense que ce qu'il a à dire est beaucoup plus important que tout ce que l'autre pourra raconter. Je ne pense pas que ce que vous avez à dire est sans importance, monsieur, répondit Harry avec raideur. Eh bien, tu as parfaitement raison, parce que ce n'est pas le cas, répliqua vivement Dumbledore. Ce soir, je veux te montrer deux autres souvenirs que j'ai eu les plus grandes difficultés à obtenir, et je crois que le deuxième est le plus important de tout ce que j'ai réuni jusqu'à présent. Harry resta silencieux. Il était toujours en colère après la réaction de Dumbledore à ses confidences, mais il ne voyait pas l'intérêt de discuter davantage. Donc, reprit Dumbledore d'une voix claironnante, nous sommes ici ce soir pour continuer l'histoire de Tom Jedusor que nous avions laissée au moment où il s'apprêtait à franchir la porte de Poudlard. Tu te souviens de ton sentiment d'exaltation en apprenant qu'il était un sorcier, de son refus que je l'accompagne sur le chemin de traverse et de l'avertissement que je lui ai donné concernant l'interdiction de voler quand il serait à l'école. Et coucou Anto, bonsoir, installe-toi bien. L'année scolaire a commencé et Tom Jedusor est arrivé, silencieux, vêtu d'une robe achetée d'occasion, attendant, avec les autres élèves de première année, d'être affectés dans une maison. Le chapeau magique l'a envoyé à Serpentard au moment même où il a presque touché sa tête. D'un geste de sa main noircie, Dumbledore désigna l'étagère sur laquelle était posé, immobile, l'antique chapeau. À quel moment, poursuivit Dumbledore, Jedusor a-t-il appris que le célèbre fondateur de la maison connaissait la langue des serpents? Je n'en sais rien. Peut-être le même soir. Cette découverte n'a pu que l'enflammer davantage et accroître le sentiment de sa propre importance. A-t-il cependant essayé d'intimider ou d'effrayer ses camarades de Serpentard en parlant le fourche-langue? Aucun professeur n'en a jamais eu le moindre indice. Il ne m'a manifesté aucun signe d'arrogance ou d'agressivité. Étant exceptionnellement doué, très beau garçon et orphelin, il a tout naturellement attiré l'attention et la sympathie des enseignants dès son arrivée. Il semblait poli, sage, avide d'apprendre, et presque tout le monde en fut favorablement impressionné. Vous ne leur aviez pas dit comment il s'était comporté quand vous l'avez vu à l'orphelinat? Demanda Harry. Non, même s'il n'avait jamais exprimé le moindre remords, il est possible qu'il ait regretté sa conduite passée et se soit décidé à tourner la page. J'ai choisi de lui donner cette chance. Dumbledore s'interrompit et lança un regard interrogateur à Harry, qui ouvrait la bouche pour parler. Là encore se manifestait la tendance de Dumbledore à accorder sa confiance aux gens, même quand des preuves accablantes démontraient qu'il ne les méritait pas. Mais Harry se rappela quelque chose. Pourtant, vous ne lui faisiez pas confiance, n'est-ce pas, monsieur? C'est lui-même qui me l'a avoué. Le Jedusor qui est sorti de son journal intime m'a dit exactement. Dumbledore ne semblait pas avoir autant de sympathie pour moi que les autres professeurs. Disons plutôt que je ne considérais pas comme une certitude acquise qu'il soit digne de confiance, rectifia Dumbledore. Comme je l'ai déjà indiqué, j'avais décidé de garder un œil sur lui, et c'est ce que j'ai fait.
mes observations, mais beaucoup appris. Il était réservé avec moi. Il sentait, j'en suis sûr, que dans sa joie de découvrir sa nature de sorcier, il en avait un peu trop dit. Par la suite, il s'est appliqué à ne plus me révéler autant de lui-même, mais il ne pouvait reprendre ce qu'il avait laissé échapper dans l'excitation du moment, ni ce que Madame Cole m'avait appris de lui. Il s'est montré cependant suffisamment intelligent pour ne pas essayer de me charmer comme il charmait nombre de mes collègues. À mesure qu'il poursuivait ses études, il a réuni autour de lui un groupe d'amis dévoués. J'emploie ce mot faute de mieux, même si, comme je l'ai déjà souligné, Jedusor ne ressentait certainement aucune affection pour eux. Ce groupe exerçait dans le château une sorte de fascination ténébreuse. C'était un rassemblement hétéroclite, où se mêlaient des faibles en quête de protection, des ambitieux à la recherche d'une gloire à partager, et des voyous gravitant autour d'un chef qui pouvait leur enseigner des formes plus raffinées de cruauté. En d'autres termes, ils étaient les précurseurs des mange-morts, ce que certains d'entre eux sont effectivement devenus après avoir quitté Poudlard. Strictement contrôlés par Jedusor, ils n'ont jamais été surpris à commettre ouvertement le moindre méfait, mais 7 années d'études à Poudlard ont été marquées par un nombre d'incidents très rares, auxquels on n'a jamais pu les rattacher d'une certaine manière. Le plus grave a été bien entendu l'ouverture de la chambre des secrets qui a entraîné la mort d'une élève. Comme tu le sais, Hagrid a été accusé à tort de ce crime. Je n'ai pas pu rassembler beaucoup de souvenirs de Jedusor à Poudlard, poursuivit Dumbledore, en posant sur la pancine sa main ratatinée. Parmi ceux qui l'ont connu, très peu sont disposés à parler de lui. Ils ont trop peur, ce que je sais. Je l'ai découvert après son départ de l'école. Il a fallu pour cela déployer des efforts assidus, retrouver la trace de quelques personnes qu'on pouvait amener à parler, consulter d'anciens dossiers, interroger des témoins moldus ou sorciers. Ceux que j'ai pu convaincre de me répondre m'ont dit que Jedusor était obsédé par ses origines. C'était compréhensible, bien sûr. Il avait grandi dans un orphelinat et souhaitait tout naturellement savoir comment il était arrivé là. Il semble qu'il ait cherché en vain des traces d'un tome Jedusor senior sur les blasons de la salle des trophées, dans les listes des préfets, conservées parmi les archives de l'école, et même dans les livres d'histoire de la sorcellerie. Finalement, il a été forcé d'admettre que son père n'avait jamais mis les pieds à Poudlard. Je suis persuadé que c'est à ce moment-là qu'il a définitivement laissé tomber son nom pour devenir celui de Lord Voldemort. Il s'est livré ensuite à d'autres investigations, cette fois dans la famille de sa mère, qu'il avait méprisée jusqu'alors. Là dont il pensait, tous. Tu t'en souviens qu'elle ne pouvait pas être une sorcière si elle avait succombé à la honteuse faiblesse humaine de la mort. L'unique indice qu'il possédait était ce simple nom, Elvis, dont il savait, par les gens de l'orphelinat, qu'il était le prénom du père de sa mère. Enfin, après comment chercher dans de vieux livres retraçant l'histoire des familles de sorciers, il a découvert l'existence de la lignée survivante de Serpentard. L'été de sa 16e année, il a quitté l'orphelinat dans lequel il venait chaque année pour les vacances et a entrepris de retrouver des membres de la famille Gaunt. À présent, Harry, si tu veux bien te lever. Dumbledore quitta son fauteuil et Harry vit qu'elle tenait à nouveau à la main un petit flacon de cristal rempli d'un souvenir nacré qui tournoyait à l'intérieur. J'ai eu beaucoup de chance de recueillir celui-ci, dit-il en versant la substance luisante dans la pancine. Comme tu le comprendras lorsque nous l'aurons vu. On y va.
Harry s'avança vers la bassine de pierre et baissa docilement la tête jusqu'à ce que son visage entre en contact avec la surface mouvante du souvenir. Il éprouva la sensation familière de la chute dans le vide, puis atterrit sur un sol de pierre crasseux dans une obscurité presque totale. Il lui fallut les quelques instants que mit Dumbledore à le rejoindre pour reconnaître l'endroit. La maison des Gaunt était à présent dans un état de saleté plus indescriptible que tout ce que Harry avait jamais pu voir. Le plafond était masqué par d'épaisses toiles d'araignée, le sol tapissé d'immondices, des aliments moisis pourrissaient sur la table au milieu des tas de casseroles recouvertes de croûte. La seule lumière provenait d'une chandelle vacillante, posée au pied d'un homme dont les cheveux et la barbe avaient tellement poussé que Harry ne parvenait pas à distinguer ni ses yeux, ni sa bouche. Il était affalé dans un fauteuil, près de la cheminée, et Harry se demanda pendant un moment s'il n'était pas mort. Mais quelqu'un frappa alors de grands coups à la porte, et l'homme se réveilla en sursaut, brandissant une baguette magique dans la main droite, un couteau dans l'autre. La porte s'ouvrit dans un grincement. Sur le seuil, une lampe ancienne à la main, se tenait un garçon que Harry reconnut aussitôt. Pâle, brun, avec un beau visage, Voldemort adolescent. Son regard parcourut lentement l'intérieur du taudis avant de se porter sur l'homme, avachi dans le fauteuil. Ils s'observèrent pendant quelques secondes, puis l'homme se releva d'un pas, titubant, les nombreuses bouteilles vides répandues à ses pieds d'un temps, en y s'entrechoquant sur le sol. « Toi !» hurla-t-il, « toi !» Et il se précipita sur jeu du sort d'une démarche d'ivrogne, couteau et baguette levée. Arrêté. Jedusor avait parlé en fourche-langue. L'homme glissa sur le sol et heurta la table, précipitant à terre des casseroles et aux couverts de moisissures qui tombèrent dans un grand bruit. Il fixa Jedusor, et un long silence s'installa, pendant lequel ils rentrèrent tous deux en face à face. L'homme fut le premier à le briser. « Tu le parles ?»« Oui, je le parle, répondit Jedusor. Il s'avança dans la pièce, et la porte se referma derrière lui. Harry ne put s'empêcher d'éprouver une certaine admiration, mêlée d'amiosité, devant l'absence totale de peur dont Voldemort faisait preuve. Son visage exprimait un simple dégoût, et peut-être de la déception. « Où est Elvis ?» demanda-t-il. « Mort, » répondit l'autre, « ça fait des années. » Jedusor fronça les sourcils. « Qui êtes-vous, dans ce cas ?»« Je suis Morphine, son fils. Bien sûr, c'est moi. » Morphine écarta ses cheveux de son visage malpropre pour mieux voir Jedusor, et Harry s'aperçut qu'il portait à la main droite la bague de Gaunt, sertie de sa pierre noire. « Je croyais que tu étais ce moldu, » marmonna Morphine. « Tu lui ressembles drôlement. »« Quel moldu ?» interrogea Jedusor d'un ton brusque. « Ce moldu pour qui ma sœur avait le béguin, le moldu qui habite dans la grande maison de l'autre côté de la route, » répondit Morphine, qui cracha soudain par terre entre deux. « Tu as la même tête que lui. Jedusor, il s'appelle. Mais il est un peu plus vieux que ça, non? Plus vieux que toi, maintenant que j'y pense. » Morphine parut légèrement étourdi, et il vacilla un peu sur ses jambes, se cramponna au bord de la table pour se soutenir. « Il est revenu, » ajouta-t-il. Voldemort observait Morphine comme s'il évaluait les possibilités d'action. Et il s'approcha alors un peu plus et dit « Jedusor est revenu. » Bah, laissez tomber. Ça lui apprendra à avoir épousé de cette saleté. S'exclama Morphine en crachant à nouveau au sol. Et en plus, elle nous a volé avant de décamper. Où est le médaillon 1 ? Il est où, le médaillon de Serpentard ? Voldemort ne répondit pas. Morphine se mettait à nouveau en rage, et il
titubant légèrement, et Voldemort s'avança à nouveau. Une étrange obscurité se répandit alors dans la pièce, éteignant la lampe de Voldemort et la chandelle de morphine, éteignant tout. Les doigts de Dumbledore serrèrent étroitement le bras de Harry, et ils s'envolèrent à nouveau pour retourner dans le bureau. Après cette obscurité impénétrable, Harry fut ébloui par la moindre source, par la lumière douce, et dorée du bureau de Dumbledore. « C'est tout ?» demanda-t-il. « Pourquoi tout est devenu sombre? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» À partir de là, Morphine n'arrivait plus à se rappeler quoi que ce soit, répondit Dumbledore, en faisant signe à Harry de se rasseoir. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était allongé par terre tout seul, et la bague de Gaunt avait disparu. Pendant ce temps, dans le village de Little Angleton, une servante courait dans la rue principale en hurlant qu'il y avait 3 corps étendus dans le salon de la grande maison. Tom Jedusor Senior, sa mère et son père. Les autorités moldus étaient perplexes. Pour autant que je le sache, ils ignorent encore aujourd'hui comment les Jedusor ont été tués, car le maléfice d'Avada Kedavra ne laisse habituellement aucune trace de blessure. La seule exception connue est assise en face de moi, ajouta Dumbledore, en désignant d'un signe de tête la cicatrice de Harry. Le ministère, de son côté, a tout de suite su qu'il s'agissait d'un meurtre de sorcier. Et ils savaient aussi qu'un anti-moldu notoire habitait de l'autre côté de la vallée, où se trouvait la maison des Jeux du sort. Un anti-moldu qui avait déjà purgé une peine de prison pour avoir attaqué une des personnes assassinées. Alors, le ministère a convoqué Morphine. Il n'a pas été nécessaire de l'interroger, de le soumettre au Veritaserum, qu'il mincit. Il a immédiatement avoué le meurtre, donnant des détails que seul l'assassin pouvait connaître. Il était fier, affirmait-il, d'avoir tué ses moldus, après avoir attendu des années une occasion. Il a donné sa baguette, et on a tout de suite eu la preuve que c'était bien l'arme du crime. Quand on l'a emmené à Azkaban, il n'a opposé aucune résistance. Tout ce qui le préoccupait, c'était que la bague de son père avait disparu. « Il va me tuer s'il voit que je l'ai perdue, répétait-il sans cesse à ses gardiens. « Il va me tuer s'il voit que j'ai perdu sa bague. » Et apparemment, la seule chose qu'il avait jamais dit par la suite, c'est la seule chose qu'il a jamais dit par la suite. Il a passé le reste de sa vie à Azkaban, en se lamentant de la perte du dernier héritage de son père, et aujourd'hui, il est enterré à côté de la prison, en compagnie de tous les malheureux qui ont expiré entre ses murs. Donc Voldemort a volé la bague de Morphine pour commettre le crime. La baguette, pardon. Demanda Harry, se redressant dans son fauteuil. Exactement, répondit Dumbledore. Nous ne disposons d'aucun souvenir pour montrer, mais je pense que nous pouvons être à peu près sûrs de la façon dont les choses se sont déroulées. Voldemort a stupéfié son oncle, lui a pris sa baguette et a traversé la vallée en direction de la grande maison, de l'autre côté de la route. Là, il a tué le moldu qui avait abandonné sa sorcière de mère, et, pour faire bonne mesure, ses grands-parents moldus également, supprimant ainsi les derniers représentants de la lignée des Jeux du sort. Et en se vengeant du père qui n'avait jamais voulu de lui. Puis, il est retourné dans le temps d'Idée Grant, à implanter à l'aide de manipulations complexes de faux souvenirs dans l'esprit de son oncle, à poser la baguette à côté de son propriétaire évanoui, glisser la bague ancienne dans sa poche et s'est éclipsé. Morphine ne s'est jamais rendu compte que ce n'était pas lui le coupable. Jamais, répondit Dumbledore. Il a livré, comme je l'ai dit, des aveux complets, dont il s'est même vanté. Mais pendant tout ce temps, il a conservé en lui ce souvenir. Oui, mais il a fallu déployer des trésors d'habilité en matière de télégimancie pour les lui arracher, expliqua Dumbledore. D'ailleurs, pourquoi quelqu'un aurait-il eu à l'idée d'aller fouiller plus loin dans la mémoire de Morphine, alors qu'il avait déjà confessé le crime?
J'ai pu m'arranger, cependant, pour lui rendre visite dans les dernières semaines de sa vie. Et à un moment où j'essayais de découvrir ce que je voulais sur le passé de Voldemort, j'ai eu beaucoup de mal à extirper ce souvenir. Et quand j'ai vu ce qu'il contenait, j'ai essayé de m'en servir pour obtenir la libération de Morphine d'Azkaban. Mais avant que le ministère ait pris sa décision, Morphine était mort. Comment est-il possible que des gens du ministère ne se soient pas aperçus de ce que Voldemort lui avait fait? Demanda Harry avec colère. Ils n'étaient pas majeurs à cette époque. Je croyais qu'ils arrivaient à détecter la magie pratiquée par un sorcier de premier cycle. Tu as parfaitement raison. Ils peuvent détecter l'acte magique lui-même, mais pas celui qui l'a commis. Tu te souviens que le ministère t'avait accusé d'avoir jeté un sortilège de lévitation qui, en réalité, avait été exécuté par Dobby, grogna Harry, encore ulcéré de cette injustice. Donc, si on n'est pas majeur et qu'on fait usage de la magie dans la maison d'un sorcier ou d'une sorcière, le ministère ne s'en apercevra pas. Et ils seront, en tout cas, incapables de dire qui a jeté le sortilège, répondit Dumbledore, en esquissant un sourire devant l'indignation de Harry. Ils s'en remettent aux parents sorciers pour imposer l'obéissance à leurs enfants lorsqu'ils se retrouvent sur leur toit. Des bêtises, tout ça, répliqua sèchement Harry. Regardez ce qu'il s'est passé là-bas. Regardez ce qui est arrivé à Morphine. Je suis d'accord avec toi, admit Dumbledore. Bon. Être ce qu'il était, il ne méritait pas de mourir comme il est mort, condamné pour des meurtres qu'il n'avait pas commis. Mais il se fait tard, et je veux que tu vois cet dans ton souvenir avant que nous nous séparions. Et il prit dans sa poche intérieure une autre fiole de cristal, et Harry se tut, car il se souvenait que Dumbledore lui avait présenté ce souvenir comme le plus important qu'il ait recueilli. Harry remarqua que le contenu de la fiole était difficile à verser dans la piscine, comme s'il était légèrement coagulé. Les souvenirs pouvaient-ils moisir? Ce ne sera pas long, dit Dumbledore, lorsqu'il eut enfin réussi à vider la fiole. Nous serons très vite revenus, mais pour l'instant, retournons dans la piscine. Et Harry traversa de nouveau la surface argentée pour atterrir cette fois face à un homme qu'il reconnut immédiatement. C'était Horace Slughorn, beaucoup plus jeune. Harry était si habitué à sa calvitie qu'il fut décontenancé en le voyant avec des cheveux épais et brillants, d'une couleur jaune paille. On aurait dit qu'il portait un toit de chaume sur la tête, bien qu'il eût déjà, sur le sommet du crâne, une tour luisante de la taille d'un galion. Sa moustache, moins fournie qu'aujourd'hui, était d'un blond. Il n'était pas aussi replé que le Slughorn qu'il connaissait, mais les boutons dorés de son gilet richement brodé subsistaient malgré tous une assez forte tension. Enfoncé dans un fauteuil confortable, ses petits pieds posés sur un pouf de velours, il avait un verre de vin dans une main et tâtonnait de l'autre dans une boîte d'ananas confit. Harry jeta un coup d'œil aux alentours tandis que Dumbledore apparaissait à son côté et vit qu'il se trouvait dans le bureau de Slughorn. Une demi-douzaine d'élèves, des garçons âgés de 15 à 16 ans, étaient assis autour de lui, sur des sièges plus bas ou plus durs que le sien. Harry reconnut tout de suite Jeu du sort. C'était le plus beau et le plus décontracté de tous. Sa main droite reposait négligemment sur le bras de son fauteuil, et Harry sursauta en voyant qu'il portait la bague noire et or de Gaunt. Il avait déjà tué son père. Monsieur, était-il vrai que le professeur Tétangeois prend sa retraite demanda Jeu du sort. Tom, mais même si j'étais au courant, je ne pourrais pas vous le dire, répondit Slughorn. Il agita vers Jeu du sort un index réprobateur et couvert de sucre, mais avec un clin d'œil qui cacha quelque peu son effet. Je dois avouer que j'aimerais bien savoir d'où vous tenez tous vos renseignements, mon garçon. Vous êtes mieux informé que la moitié des enseignants. Jeu du sort sourit. Les autres éclatèrent de rire en lui lançant des regards admiratifs. Avec votre étrange aptitude à connaître des choses que vous devriez ignorer, et le soin
que vous prenez à flatter des gens importants. En fait, merci pour l'ananas. Vous aviez raison, c'est mon préféré. » Tandis que plusieurs élèves pouvaient de rire, il se passa un phénomène surprenant. La pièce se remplit soudain d'un épais brouillard blanc, et Harry ne vit plus que le visage de Dumbledore à côté de lui. Puis, avec une puissance qui n'était pas naturelle, la voix de Slughorn retentit dans le brouillard. « Vous finirez mal, mon garçon. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. » Le brouillard se dissipa d'aussi vite qu'il était apparu, mais personne n'y fit allusion. Personne ne semblait penser que quelque chose d'anormal venait de se produire. Perplexe, Harry entendit une petite pendule d'or sur le bureau de Slughorn sonner 11 heures. « Bonté divine, il est déjà si tard !» s'exclama Slughorn. « Il est temps que vous y alliez, les garçons, ou nous aurons tous des ennuis. Lestrange, je fais votre devoir demain, sinon je vous donne une retenue. C'est également valable pour vous, Avery. » Slughorn se hissa hors de son fauteuil et alla poser son verre vide sur son bureau pendant que les élèves sortaient en file indienne. Mais Jedusor s'était attardé, et Harry vit qu'il faisait exprès de traîner pour rester le dernier dans la pièce. « Ouvrez l'œil, Tom, » dit Slughorn en s'apercevant qu'il était toujours présent. « Il ne faut pas vous laisser surprendre hors de votre lit à cette heure-ci. Vous êtes préfet. »« Monsieur, je voulais vous demander quelque chose. »« Demandez, mon garçon, demandez. » Attendez, je me fais attaquer, toujours pas le même moustique que j'arrive pas à tuer. « Demandez, mon garçon, demandez. J'aurais voulu savoir ce que vous pouviez me dire sur les Horcruxes. » Le même phénomène recommença. Un brouillard dense emplit la pièce, masquant Slughorn et Jedusor. Harry ne voyait plus que Dumbledore, qui souriait à côté de lui, d'un air serein. Puis, la voix de Slughorn résonna à nouveau, avec la même puissance que précédemment. « Je ne sais rien des Horcruxes, et si je savais quelque chose, je ne vous le dirais pas. Maintenant, sortez immédiatement d'ici, que je ne vous reprenne plus à prononcer ce mot. » Voilà, c'est tout, annonça Dumbledore d'un ton placide. Il est temps d'y aller. Et les pieds de Harry s'élevèrent du sol, pour retomber quelques secondes plus tard sur le tapis du bureau de Dumbledore. « Il n'y a rien d'autre ?» demanda Harry perplexe. Dumbledore avait dit que c'était le souvenir le plus important de tous, mais il ne comprenait pas ce qu'il pouvait bien avoir de si marquant. Sans doute ce brouillard, ou le fait que personne n'ait semblé le remarquer, avait-il quelque chose de bizarre, mais sinon, il n'était apparemment rien passé, à part que Jedusor avait posé une question à laquelle il n'avait jamais obtenu aucune réponse. « Comme tu auras pu le remarquer, dit Dumbledore, en se rasseyant derrière son bureau, ce souvenir a été falsifié. »« Falsifié » répéta Harry, qui s'assit à son tour. Sans aucun doute, assura Dumbledore, le professeur Slughorn a modifié sa propre mémoire. Mais pourquoi? Parce que je crois qu'il a honte de ce qu'il s'est passé. Il a essayé de remodeler son souvenir pour se montrer sous un meilleur jour, occultant les passages dont il ne voulait pas que je sois témoin. Comme tu l'as constaté, cela a été réalisé d'une manière très grossière, et tant mieux, car on voit bien que le véritable souvenir reste présent dans les altérations. Et donc, pour la première fois, je vais te donner un devoir à faire, Harry. Tu auras pour tâche de convaincre le professeur Slughorn de livrer son vrai souvenir, ce qui constituerait, très certainement, l'information la plus cruciale de toutes celles que nous disposons. Harry le regarda dans les yeux. « Mais monsieur, dit-il, en s'efforçant de parler du ton le plus respectueux possible, vous n'avez sûrement pas besoin de moi. Vous pourriez utiliser la légimancie, le sérum. » Le professeur Slughorn est un sorcier hautement qualifié qui s'attend à l'un et à l'autre, répondit Dumbledore. Il est beaucoup plus doué pour l'occultancie que ce pauvre Morphine Gaunt, et je serais étonné qu'il n'ait pas lui-même en permanence un antidote au Veritaserum depuis que je l'ai poussé à me confier ce simulacre de souvenir. Non, je pense qu'essayer de lui arracher la vérité par la force serait stupide.
Il est d'une grande importance que nous puissions recueillir le vrai souvenir, Harry. Quelle importance exactement? Nous le saurons quand découvrons la réalité. Alors, bonne chance et bonne nuit. Un peu interloqué, il se trouva si brusquement congédié. Harry s'empressa de se lever. Bonne nuit, monsieur. Lorsqu'il referma derrière lui la porte du bureau, il entendit distinctement la voix de Phineas Négulus dire « Je ne vois pas comment ce garçon pourrait faire mieux que vous, Dumbledore. » « Je savais bien que vous ne le verriez pas, répliqua Dumbledore. Et Fumsec lança un nouveau cri, doux et mélodieux. Fini le premier chapitre de la soirée, les loulous. Encore un chapitre et au dodo. Je prends un coup et je reprends. On est reparti. Chapitre 18. Surprise d'anniversaire. Le lendemain, Harry révéla à Ron et à Hermione la tâche que Dumbledore lui avait confiée. Mais il leur parla séparément, car Hermione refusait toujours de rester en présence de Ron plus longtemps qu'il n'était nécessaire pour lui jeter un regard méprisant. Ron pensait que Harry n'aurait sans doute aucune difficulté à convaincre Slughorn. « Il t'adore, dit-il, au cours du petit déjeuner, agitant d'un geste dégagé une fourchette pleine d'œufs au plat. Il ne peut rien te refuser. À son petit prince des potions, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à rester à la fin du cours cet après-midi et lui demander. » Le point de vue d'Hermione, en revanche, était moins optimiste. Il doit être décidé à cacher ce qu'il s'est vraiment passé si Dumbledore lui-même n'a rien pu tirer de lui, dit-elle à voix basse. Dans la cour enneigée où ils étaient sortis pour la récréation. Les Horcruxes, je n'en ai jamais entendu parler. Ah bon? Harry était déçu. Il avait espéré qu'Hermione pourrait lui donner un indice. Il doit s'agir de quelque chose de très avancé en matière de magie noire. Sinon pourquoi Voldemort aurait posé des questions à ce sujet? Je crois que tu auras du mal à obtenir l'information, Harry. Tu devras te montrer très prudent dans ta façon d'approcher Slughorn. Réfléchis à une stratégie. Ron pense que je devrais simplement attendre la fin du cours de potion cet après-midi. Ah, très bien, si c'est ce que penseront. Et il faut suivre ses conseils, répliqua-t-elle en s'enflammant aussitôt. Le jugement de Ronron a-t-il jamais été pris en défaut? Hermione, tu ne pourrais pas, non, s'exclama-t-elle avec colère. Et elle s'éloigna en trompe, laissant Harry seul dans la neige jusqu'aux chevilles. Le cours de potion était devenu assez inconfortable ces derniers temps, car Harry, Ron et Hermione devaient partager la même table. Ce jour-là, Hermione déplaça son chaudron pour se rapprocher d'Hermione et ignora complètement Harry et Ron. « Qu'est-ce que tu lui as fait, toi ?» murmura Ron à Harry en regardant le profil dédaigneux d'Hermione. Mais avant que Harry ait pu répondre, Slughorn, derrière son bureau, exigea le silence. « Calmez-vous, s'il vous plaît. Dépêchons-nous, nous avons beaucoup de travail cet après-midi. La troisième loi de Galpalotte. Qui peut me l'énoncer? Miss Granger, bien sûr. » Hermione récita à toute vitesse. La troisième loi de Galpalotte établit que l'antidote d'un poison composé doit être égal à plus que la somme des antidotes de chacun de ses composants. Exactement, approuva Slughorn, la mine réjouie. 10 points pour Gryffondor. Maintenant, si l'on considère comme vraie la troisième loi de Galpalotte. Je vous l'ai dit 3 fois d'une manière différente. Harry devait croire que Slughorn sur parole pour déterminer si la troisième loi de Galpalotte était vraie ou pas, car il n'avait rien compris. Personne à part Hermione ne semblait comprendre davantage ce que Slughorn leur dit ensuite. Cela signifie, bien sûr, que, en admettant qu'on ait identifié correctement les ingrédients de la potion grâce au Révélateur de Scarpin, notre but principal sera non pas
Celui relativement simple de sélectionner les antidotes de chacun de ces ingrédients, mais de découvrir le composant supplémentaire qui permettra, par un processus quasiment alchimique, de transformer ces éléments disparates. Ron, assis à côté de Harry, la bouche entr'ouverte, griffonnait d'un air absent sur son nouvel exemplaire du manuel avancé de préparation des potions. Il avait oublié qu'il ne pouvait plus compter sur Hermione pour se tirer d'affaire quand il n'arrivait pas à comprendre de quoi il était question. Et donc, acheva Slughorn, je veux que chacun de vous prenne l'une des fioles qui sont sur mon bureau. Vous devez mettre au point un antidote contre le poison qu'elle contenait avant la fin du cours. Bonne chance, et n'oubliez pas vos gants de protection. Hermione s'était déjà levée de son tabouret et se trouvait à mi-chemin du bureau de Slughorn avant que le reste de la classe se soit rendu compte qu'il était temps de bouger. Au moment où Harry, Ron et Hermione retournaient s'asseoir à leur table, elle avait déjà versé le contenu de sa fiole dans ce chaudron et allumait un feu en dessous. « C'est bête que le prince ne puisse pas t'aider aujourd'hui, Harry, dit-elle d'un ton allègre en se redressant. Cette fois, il va falloir que tu comprennes toi-même le principe de l'expérience. Pas de raccourci, pas de tricherie. » Agacé, Harry déboucha le flacon du poison qu'il avait pris sur le bureau de Slughorn. Un liquide d'un rose gris, le vida dans son chaudron et le mit à chauffer. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il devait faire ensuite. Il jeta un regard à Ron, qui restait debout devant son propre chaudron, l'air pâteau, après avoir copié chacun des gestes de Harry. « Tu es sûr que le prince n'aurait pas un tuyau ?» marmonna-t-il. Harry sortit sa fidèle édition du manuel avancé de préparation des potions et l'ouvrit au chapitre des antidotes. La 3e loi de Galpot y était reproduite telle qu'Hermione l'avait récitée, mais aucun commentaire de la main du prince ne venait éclairer sa signification. Apparemment, le prince, tout comme Hermione, n'avait aucune difficulté à la comprendre. « Rien du tout, dit sombrement Harry. Hermione agitait à présent sa baguette d'un geste enthousiasme au-dessus de son chaudron. Malheureusement, il ne pouvait copier le sortilège qu'elle était en train d'exécuter, car elle était devenue si habile dans les incantations informulées qu'elle n'avait plus besoin de les prononcer à voix haute. Ernie Macmillian, penché sur son propre chaudron, marmonnait Specialis Revelio d'une manière si convaincante que Harry et Ron s'empressèrent de l'imiter. Il ne fallut guère plus de 5 minutes à Harry pour comprendre que sa réputation de meilleur préparateur de potions de la classe était en train de s'effondrer lamentablement. Lorsqu'il avait fait un premier tour de la salle, Slughorn avait plongé son regard plein d'espoir à l'intérieur de son chaudron, prêt à pousser des cris de ravissement comme à son habitude. Mais il avait très vite détourné la tête en toussant, suffoqué par l'odeur d'œufs pourris qui s'en dégageait. Hermione n'avait jamais eu un air tellement suffisant. Elle ne supportait pas de voir ses talents surpasser à chacun de ses cours de potions. En cet instant, elle décantait les ingrédients mystérieusement séparés de son poison dans 10 fioles de cristal différentes. Pour s'épargner ce spectacle exaspérant, plus que par nécessité, Harry se pencha sur le livre du prince de Sormaley, en tournant quelques pages avec une brusquerie inutile. La solution était là, griffonnée en travers d'une longue liste d'antidotes. Enfoncez-lui simplement un bézoa dans la gorge. Harry contempla ces mots un instant. N'avait-il pas déjà entendu parler un jour, bien longtemps auparavant, des bézoas? Rogue ne lui avait-il pas mentionné, dans son tout premier cours de potion, une pierre qu'on trouve dans l'estomac des chèvres et qui constitue un antidote à la plupart des poisons? Ce n'était pas une réponse au problème de Colpalotte, et si Rogue avait toujours été leur professeur, Harry n'aurait pas osé proposer cette solution. Mais le moment était venu de prendre des mesures radicales, et il se précipita vers l'armoire et y fouilla, écartant les cornes de licorne et un enchevêtrement d'herbes séchées jusqu'à ce qu'il déniche tout au fond d'une petite boîte en carton dans lequel était écrit le mot « Bézoar ». Il ouvrit la boîte au moment précis où Slughorn annonçait « Plus que 2 minutes ». À l'intérieur se trouvait une
chair acornie d'une couleur marron qui ressemblait plus à des rognons desséchés qu'à de véritables pierres. Harry en prit un, mit la boîte dans l'armoire et se dépêcha de revenir devant son chaudron. Le temps est écoulé, lança Slughorn d'un ton cordial. Voyons le résultat. Blaise, qu'avez-vous à montrer? Lentement, Slughorn fit le tour de la pièce, examinant les différents antidotes. Personne n'avait accompli la tâche jusqu'au bout, mais Hermione essaya d'ajouter quelques ingrédients dans son flacon, avant que Slughorn n'arrive jusqu'à elle. Ron avait complètement abandonné et s'efforçait simplement de ne pas respirer les vapeurs putrides qui s'élevaient de son chaudron. Quant à Harry, il attendait, serrant le vaisseau dans sa main légèrement moite. Slughorn s'approcha de la table en dernier. Il renifla la potion dernier et passa à celle de Ron qui le fit grimacer. Il ne s'attarda pas devant son chaudron, recula rapidement et eut un léger haut-le-cœur. « Et vous, Harry, dit-il, vous avez quelque chose d'intéressant. » Harry tendit la main, le besoin au creux de sa paume. Slughorn contempla la pierre pendant 10 bonnes secondes, et Harry se demanda s'il n'allait pas se mettre en colère. Puis, il jeta la tête en arrière et éclata d'un grand rire. « Vous ne manquez pas d'audace, mon garçon, » s'exclama-t-il en prenant le besoin, qu'il leva devant lui, pour que toute la classe puisse le voir. « Vous êtes bien le fils de votre mère, je ne peux pas vous en vouloir. Un besoin peut nul doute servir d'antidote à toutes ces poisons. » Hermione, le visage en sueur, de la suie au bout du nez, paraissait folle de rage. Son antidote, à moitié terminé, composé de 52 ingrédients, dont une mèche de ses propres cheveux, bouillonnait paresseusement derrière Slughorn, qui n'avait dû que pour Harry. « Et tu as pensé tout seul au besoin, Harry ?» demanda-t-elle les dents serrées. « Voilà l'esprit d'initiative personnelle, dont un vrai préparateur de potions doit savoir faire preuve, » déclara Slughorn d'un ton ravi, avant que Harry ait pu répondre. Exactement comme sa mère, elle avait la même façon intuitive d'apporter les potions, et il tient cela de Lily, indiscutablement. Oui, Harry, en effet, si vous avez un besoin sous la main, il vous tirera d'affaire. Mais comme ils ne sont pas efficaces à tous les coups, et qu'on les trouve assez rarement, il vaut quand même mieux savoir mélanger les antidotes. Le seul qui paraissait encore plus en colère qu'Hermione était Malfoy. À la grande satisfaction de Harry, il avait renversé sur lui quelque chose qui ressemblait à des vomissures de chat. Mais avant qu'aucun d'eux ne pût exprimer sa fureur de voir Harry surpasser tous les autres sans avoir fourni aucun travail, la cloche retentit. « Il est temps de ramasser vos affaires. Je vous donne 10 points de plus à Gryffondor pour récompenser ce pur simplement culot. » Bouffant de rire, il rejoignit son bureau de sa démarche chaloupée à l'autre bout du cachot. Harry s'attarda, prenant tout son temps pour ranger son sac. Ni Ron ni Hermione ne lui souhaitèrent bonne chance en sortant. Tous deux avaient l'air passablement irrités. Harry et Slughorn se retrouvèrent seuls dans la salle. « Voyons, Harry, vous allez être en retard à votre prochain cours, » avertit Slughorn d'un ton affable, en rabattant d'un geste sec les 2 fermoirs d'or de sa mallette en peau de dragon. « Monsieur, » commença Harry, ce qui faisait l'impression de ce second porté comme Voldemort, « je voulais vous demander quelque chose. » »« Demandez, mon garçon, demandez. J'aurais voulu savoir ce que vous pourriez me dire des Horcruxes. » Slughorn se figea, son visage sembla s'effondrer sur lui-même. Elle se passa la langue sur les lèvres et lança d'une voix rauque. « Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous demandais si vous saviez ce que vous aviez des Horcruxes, monsieur. Vous comprenez, c'est Dumbledore qui vous a chargé de poser la question, » murmura Slughorn. Sa voix était complètement changée. Elle
n'était plus du tout cordial, mais bouleversé, terrifié. Il tâtonna dans sa poche de devant et en sortit un mouchoir avec lequel il épongea son front, couvert de sueur. Dumbledore vous a montré ce souvenir. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, répondit Harry, décidant qu'il valait mieux ne pas mentir. Évidemment, reprit Slughorn à voix basse, en continuant d'essuyer son visage livide. Évidemment. Eh bien, si vous avez vu ce souvenir, Harry, vous comprendrez que je ne sais rien, rien. Et il répéta le mot avec vigueur. Des Horcruxes. Et il prit sa mallette en peau de dragon, remit son mouchoir dans sa poche et s'avança d'un grand pas du cachot. Monsieur, dit Harry, dans une dernière tentative désespérée, je pensais simplement qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre dans ce souvenir. Vraiment, répliqua Slughorn. Eh bien, vous avez eu tort de penser cela, vous m'entendez? Vous avez eu tort. Il avait hurlé ce dernier mot, et avant que Harry ait pu ajouter quoi que ce soit, il claqua la porte derrière lui. Ni Ron ni Hermione ne lui manifestèrent le moindre compassion quand il leur raconta cette épreuve désastreuse. Hermione bouillait toujours de rage en pensant à la façon dont Harry avait triomphé sans accomplir son travail convenablement, et Ron lui en voulait de ne pas lui avoir glissé à lui aussi un Bézoard. On aurait eu l'air bête si on en avait eu un tous les deux, protesta Harry agacé. Tu comprends? Il fallait que je le mette de bonne humeur pour lui poser des questions sur Voldemort. Ah, ça suffit. Tu ne pourras donc jamais te contrôler, ajouta-t-il exaspéré lorsque Ron fit la grimace en entendant son nom. Rendu furieux par son échec et par l'attitude de Ron et d'Hermione, Harry médita dans les jours qui suivirent sur la façon dont il convenait d'agir avec Slughorn. Et il décida de lui laisser croire que pour le moment, qu'il ne pensait plus aux Horcruxes. Mieux valait lui donner une fausse impression de tranquillité avant de repasser à l'attaque. Voyant que Harry ne l'interrogeait plus, le maître des potions retrouva avec lui ses manières affectueuses et sembla avoir oublié le sujet. Harry attendit une invitation à l'une de ces petites soirées, résolu cette fois à l'accepter, même s'il devait pour cela reporter une séance d'entraînement ou de Quidditch. Malheureusement, aucune invitation n'arriva. Harry se renseigna auprès d'Hermione et de Ginny, mais elles non plus n'avaient rien reçu, ni personne d'autre à leur connaissance. Il se demanda alors si, après tout, Slughorn avait vraiment oublié, et s'il n'avait pas plutôt décidé de ne pas lui offrir d'autres occasions de le questionner. Pendant ce temps, pour la toute première fois depuis qu'elle le fréquentait, Hermione avait pris rendez-vous à la bibliothèque de Poudlard. Elle en fut si troublée qu'elle en oublia même sa mauvaise humeur à l'égard de Harry après la ruse du Bézoard. « Je n'ai pas trouvé une seule explication sur les Horcruxes, dit-elle. Pas une seule. J'ai fouillé partout dans la réserve, même dans les livres les plus horribles, là où on t'explique comment préparer les plus potions. Rien. Tout ce que j'ai pu dénicher, c'est ça, dans l'introduction des grandes noirceurs de la magie. Écoute. De l'Horcrux, la plus vile de toutes les inventions magiques, nous ne dirons mot, ni n'enseignons la pratique. Dans ce cas, pourquoi le mentionner, ajouta-t-elle agacée. D'un coup sec, elle referma l'antique volume, qui laissa échapper une plainte spectrale. « Oh, silence !» répliqua Hermione en le fourrant dans son sac. Lorsque février arriva, la neige fondit autour de l'école et laissa place à une humidité morne et glaciale. Des nuages bas d'un gris violacé s'étendaient au-dessus du château, et une pluie froide, ininterrompue, rendait les pelouses boueuses et glissantes. Le résultat fut que la leçon de transplanage des 6e années, prévue le samedi matin pour ne pas perturber les horaires de cours, n'aurait pas lieu dans le parc, mais dans la grande salle. Quand Harry et Hermione arrivaient, étaient descendus avec la vente, ils virent que les tables avaient disparu. La pluie fouettait les hautes fenêtres et le plafond enchanté tournoyait en volutes sombre au-dessus d'eux, tandis qu'ils se rassemblaient devant le professeur McGonagall, Rogue, Flitwick et Chourave.
comme s'il aurait suffi d'un simple rafale de vent pour l'emporter. Harry se demanda si ces constantes disparitions et réapparitions n'avaient pas d'une certaine manière diminué sa substance, ou si elle avait toujours eu cette frêle charpente, idéale pour quelqu'un qui souhaite se volatiliser. Bonjour, dit le sorcier du ministère lorsque tous les élèves furent arrivés et que les directeurs de maison les eurent incités au silence. Je m'appelle Wilkie Tigros et je suis envoyé par le ministère pour être votre moniteur de transplanage au cours des 12 semaines qui viennent. J'espère pendant cette période vous préparer à passer votre permis de transplanage. Malfoy, taisez-vous et écoutez, appuyait le professeur McGonagall. Tout le monde se retourna. Le visage de Malfoy avait pris une teinte rose vif, l'air furieux, et il s'écarta de Crabbe avec lequel il semblait s'être disputé à voix basse. Harry jeta un rapide coup d'œil à Rogue, qui paraissait lui aussi agacé, mais Harry soupçonnait fortement que c'était moins par la grossièreté de Malfoy que par la réprimande de McGonagall à un élève de sa maison. Nombre d'entre vous pourront alors se présenter à l'examen, poursuivit Tigros, comme s'il n'avait eu aucune interruption. Comme vous le savez sans doute, il est généralement impossible de transplaner dans l'enceinte de Poudlard. Le directeur a toutefois suspendu cet enchantement pour une durée d'1 heure et uniquement dans les murs de la grande salle afin de vous permettre de vous entraîner. Je dois insister sur le fait que vous ne pourrez pas transplaner au-delà de cette salle et qu'il serait très imprudent d'essayer. À présent, je souhaite que vous vous placiez à une distance suffisante les uns des autres pour garder devant vous un espace libre d'1,50 m. Et bonjour Anto, comment ça va? Je sais pas si j'ai vu. Installe-toi bien. Il y eut une grande agitation. Des bruits de pas précipités, des bousculades, tandis que les élèves se séparaient, se heurtaient, se lançaient des ordres pour écarter les autres de leur chemin. Les directeurs des maisons passaient parmi eux, les aidaient à se placer et mettre en dispute. Ah, où vas-tu? Demanda Hermione. Mais il ne lui répondit pas. Il se hâta de traverser la foule, passa devant le professeur Flitwick, qui tenait d'une petite voix aiguë de disposer en bon ordre quelques serres d'aigle tous décidés à se rapprocher du premier rang. Puis, devant le professeur Jourave, occupé à aligner ses élèves de Poufsouffle. Enfin, après avoir contourné Ernie Macmillan, il parvint à se placer tout au fond, juste derrière Malfoy, qui profitait du remue-ménage pour continuer sa dispute avec Crabbe. Celui-ci, la mine rebelle, se tenait à 1,50 m de lui. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, d'accord? Lui lança Malfoy, ignorant que Harry se trouvait juste derrière lui. C'est plus long que je ne le pensais. Crabbe ouvrit la bouche, mais Malfoy sembla deviner ce qu'il s'apprêtait à dire. Écoute, Crabbe, ce que je prépare ne te regarde pas, Cole et toi. Vous devez simplement obéir et faire le quai. Moi que je demande à mes amis de faire le quai, je leur explique pourquoi, dit Harry, juste assez fort pour que Malfoy puisse l'entendre. Malfoy pivota sur ses talons, la main sur sa baguette magique, mais à ce moment précis, les 4 directeurs de maison s'écrièrent « Taisez-vous » et le silence retomba. Malfoy se retourna lentement de l'autre côté. « Merci, dit Tigros. Bien, maintenant. » Il agita sa baguette. Des cerceaux, à l'ancienne mode, apparurent aussitôt sur le sol devant chaque élève. La chose importante dont il faut se souvenir pour transplaner se résume à 3D, expliqua Tigros. Destination, détermination, décision. Première étape, fixez résolument votre esprit sur la destination souhaitée. Dans le cas présent, l'intérieur de votre cerceau. Veuillez dès maintenant vous concentrer sur cet objectif. Tout le monde jeta un coup d'œil furtif pour voir si les autres regardaient bien leur cerceau, puis chacun se hâta d'obéir. Ah, observa le cercle poussiéreux délimité par son propre cerceau, et s'efforça de ne penser à rien d'autre.
ce qui se révéla impossible, car il ne cessait de se demander ce que Malfoy pouvait bien préparer, qui nécessite qu'on fasse le guet. Deuxième étape, poursuivit Ticros. Concentrez votre détermination sur l'espace à occuper. Que votre désir d'y pénétrer se répande dans chaque atome de votre corps. Harry jeta surprécisément un regard autour de lui. Un peu plus loin sur sa gauche, Ernie Macmillan fixait son cerceau avec une telle intensité que son visage était devenu tout rouge. On aurait dit qu'il s'apprêtait à pondre un œuf de la taille d'un soifle. Harry se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire et contempla son cerceau. Troisième étape, reprit Ticros, et seulement quand je vous en donnerai le signal. Tournez sur place en essayant de trouver votre chemin dans le néant et en accomplissant votre mouvement avec décision. À mon commandement, attention. 1. Harry jeta encore un coup d'œil aux alentours. Beaucoup d'élèves semblaient passablement inquiets à l'idée de devoir transplaner si vite. 2. Harry essaya à nouveau de focaliser ses pensées sur le cerceau. Il avait déjà oublié à quoi correspondaient les 3D. 3. Harry pivota sur place, perdit l'équilibre et y tombait. Il n'était pas le seul. Dans toute la salle, on voyait soudain les gens tituber sur place. Neville était étendu sur le dos. Ernie Macmillan avait sauté dans son cerceau en exécutant une sorte de pirouette et parut momentanément fou de joie jusqu'à ce qu'il voit Dean Thomas le regarder en hurlant de rire. « Ce n'est pas grave, dit sèchement Ticros, qui ne semblait pas s'attendre à mieux. Remettez votre cerceau en place, s'il vous plaît, et reprenez votre position de départ. » La deuxième tentative ne fut pas plus heureuse que la première. La troisième serait aussi lamentable. Ce fut seulement à la quatrième qu'il se passa enfin quelque chose. Il y eut un horrible cri de douleur et tout le monde se retourna terrifié. Cette pose, le pauvre souffle, vacillait au moment où son cerceau, sa jambe droite gauche, restait à 1,50 m derrière elle, à l'endroit où elle était partie. Les directeurs de maison se précipitèrent. Il y eut un grand bang et un panache de fumée violette. Lorsque la fumée se dissipa, Suzanne avait retrouvé sa jambe, mais elle sanglotait, l'air horrifié. Le désarticulement ou séparation de certaines parties du corps se produit quand l'esprit n'est pas suffisamment déterminé, expliqua Wiki Ticros. Vous devez donc vous concentrer continuellement sur votre destination et vous mettre en mouvement sans hâte, mais avec décision, comme ceci. Ticros fit un pas en avant, tourna sur lui-même avec grâce les bras tendus et disparut dans le tournoiement de sa robe, réapparaissant au fond de la salle. Souvenez-vous des 3D, dit-il, essayant à nouveau. 1, 2, 3. Mais 1 heure plus tard, le désarticulement de Suzanne restait le seul événement notable qui se soit produit au cours de la séance. Ticros ne paraissait pas découragé pour autant, attachant sa cape autour de son cou, et il dit simplement « Au revoir tout le monde, à samedi prochain, et n'oubliez pas, destination, détermination, décision. » Il donna alors un coup de baguette qui fit disparaître les cerceaux, et sortit de la salle en compagnie du professeur McGonagall. Des conversations s'élevèrent de toutes parts, tandis que les élèves sortaient dans le hall. « Comment ça s'est passé pour toi ?» demanda Ron, en se hâtant de le rejoindre. « J'ai l'impression d'avoir senti quelque chose à mon dernier essai, une sorte de fourmillement dans les pieds. »« Tes baskets doivent être trop petites, Ron, » dit une voix derrière eux. Hermione Loeb passa devant, l'air hautain, le sourire narquois. « Moi je n'ai rien senti du tout, dit Harry, indifférent à l'interruption. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup pour le moment. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as pas envie d'apprendre à transplaner ?» s'étonna Ron incrédule. « En fait, je ne suis pas vraiment emballé. Je préfère voler, répondit Harry, en jetant un coup d'œil derrière lui pour voir où était Malfoy. Arrivé dans le hall, il accéléra l'allure. « Viens, dépêche-toi. Il y a quelque chose que je voudrais faire. » Perplexe, Ron suivit Harry, qui retourna à la tour de Gryffondor au pas de course. Ils furent momentanément retenus par Peeves, qui avait bloqué une porte du 4e
franchissait le trou du portrait. Tu vas enfin me dire ce qu'il se passe, demanda Ron, un peu essoufflé. Là-haut, répondit Harry. Il traversa la salle commune et monta l'escalier. Comme Harry l'avait espéré, le dortoir était vide. Il ouvrit sa valise et y fouilla, sous l'œil impatient de Ron. Harry, Malfoy se sert de Crabbe et de Goyle comme guetteurs. Il se disputait avec Crabbe tout à l'heure, je veux savoir. Ah. Il avait déniché un morceau de parchemin, apparemment vierge, qu'il déplia et tapota du bout de sa baguette. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. En tout cas, celles de Malfoy le sont. Aussitôt, la carte du maraudeur apparut à la surface du parchemin. On y voyait un plan détaillé de tous les étages du château, et se déplaçant un peu partout, les minuscules points accompagnés d'un nom qui correspondait à chaque personne présente dans les lieux. Aide-moi à trouver Malfoy, dit Harry d'un ton pressant. Il étala la carte sur son lit, et tous deux se mirent à chercher. Là, dit Ron au bout d'une minute. Il est dans la salle commune de Serpentard, regarde. Il y a aussi Parkinson, Sabini, Crabbe et Goyle. Harry contempla la carte d'un air déçu, mais reprit très vite contenance. À partir de maintenant, je vais la voir à l'œil, annonça-t-il d'un ton décidé. Et dès que je verrai se cacher quelque part pendant que Crabbe et Goyle font le quai, je mettrai ma bonne vieille cape d'invisibilité et j'irai regarder ce qu'il. Il fut interrompu par l'arrivée de Neville qui apportait avec lui une forte odeur de tissu brûlé et commença à fouiller dans sa valise pour y chercher d'un nouveau caleçon. Malgré sa détermination à prendre Malfoy sur le fait, Harry eut garde-chance au cours des 2 dernières semaines qui suivirent. Il consulta la carte aussi souvent que possible, s'attardant parfois inutilement dans les toilettes entre 2 cours pour l'examiner. Mais il ne vit jamais Malfoy dans un endroit où il n'aurait pas dû être. Il repéra Crabbe et Goyle qui se promenaient seuls dans le château, plus souvent qu'à l'ordinaire, restant parfois immobiles dans des couloirs déserts. Mais dans ces moments-là, Malfoy ne se trouvait pas auprès d'eux, et ne figurait d'ailleurs nulle part sur la carte. Ce qui constituait un grand mystère. Harry se demanda si Malfoy ne quittait pas l'école de temps à autre, mais il ne voyait pas comment il pourrait y parvenir étant donné le haut niveau de sécurité en vigueur dans le château. Il supposait donc simplement qu'il n'arrivait pas à le retrouver parmi les centaines de points minuscules qui se déplaçaient sous ses yeux. Quant au fait que Malfoy, Crabbe et Goyle semblaient aller chacun de son côté, alors qu'il était habituellement inséparable, c'étaient des choses qui se produisaient lorsque l'on devenait plus grand. Ron et Hermione, songea tristement Harry, en étaient la preuve. Février s'approchant de mars, sans que le temps change, sauf que le vent s'ajouta à la pluie. Accueilli dans une indignation générale, un avis apparut sur le tableau d'affichage de toute la salle commune pour annoncer que la prochaine sortie après avait été annulée. Ron était furieux. C'était le jour de mon anniversaire, s'exclama-t-il. Je me faisais une joie d'y aller. Ça n'a rien d'étonnant, commenta Harry, après ce qui est arrivé à Cathy. Elle n'était toujours pas revenue de Saint-Mangouste. Par surcroît, la Gazette du Sorcier signalait d'autres cas de personnes disparues, dont certains avaient un lien de parenté avec des élèves de Poudlard. Ma seule joie maintenant, ça va être ces stupides leçons de transplanage, marmonna Ron avec mauvaise humeur. Tu parles d'un cadeau d'anniversaire. Au bout de la 3e leçon, le transplanage se révéla aussi difficile qu'au début, mais si quelques autres élèves avaient réussi à se désarticuler. Le mécontentement était général et on commençait à éprouver une certaine amillosité à l'égard de Wilkie Dicross et ses 3D, ce qui lui avait valu divers surnoms, dont le plus aimable était tant de gargouilles et demi-portions. Joyeux anniversaire, Ron, dit Harry, lorsqu'il fut réveillé au matin du 1er mars par Seamus et Dean, qui descendaient bruyamment pendant leur petit déjeuner. Tiens, c'est pour toi. Il jeta un paquet sur le lit de Ron, où il s'ajouta à un petit tas d'autres cadeaux qui avaient sans doute été apportés au cours de la nuit par des elfes de maison, pensa Harry. Merci, dit Ron d'une voix ensommeillée.
déchirer l'emballage, Harry se leva, ouvrit sa grosse valise et y fouilla pour reprendre sa carte du maraudeur qu'il y cachait chaque jour après s'en être servi. Il sortit la moitié du contenu de sa valise avant de la retrouver cachée sous les chaussettes roulées en boule dans lesquelles il conservait son flacon de potion de chance Félix Félicis. Voyons un peu, murmura-t-il en le rapportant dans son lit. Il la tapota doucement et chuchota. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. À voix suffisamment basse pour que Neville, qui passait au pied de son lit, ne puisse l'entendre. Ça c'est bien, Harry, dit Ron avec enthousiasme, agitant la nouvelle paire de gants de gardien qu'il lui avait offerte. Merci. Pas de quoi, répondit Harry d'un ton absent, pendant qu'il cherchait attentivement Malfoy dans le dortoir des Serpentards. Hé, je crois qu'il n'est pas dans son lit. Ron ne réagit pas, trop occupé à déballer ses cadeaux en laissant échapper de temps en temps une exclamation réjouie. Joli butin cette année, annonça-t-il. Il tenait devant lui une grosse montre en or, avec des symboles anciens gravés sur le bord et de minuscules étoiles mouvantes en guise d'aiguille. Tu as vu ce que mes parents m'ont offert. Je crois que je vais devenir majeur l'année prochaine aussi, pour avoir encore des cadeaux cool comme ça. Cool, marmonna Harry, qui accorda un regard à la montre avant d'examiner la carte de plus près. Où se trouvait Malfoy? Apparemment, pas à la table des Serpentards pour le petit déjeuner. Pas davantage auprès de Rogue, qui était assis dans son bureau, ni dans aucune salle de bain, ni à l'infirmerie. Tu en veux un? Demanda aussitôt Ron, la bouche pleine, en lui tendant une boîte de chaudron en chocolat. Non, merci, répondit Harry. Malfoy a encore disparu. Impossible, dit Ron, qui enfourna un deuxième chaudron et se glissa hors du lit pour s'habiller. Viens, si tu ne te dépêches pas, tu devras transplaner le ventre vide. Remarque, peut-être que ce sera plus facile. Ron jeta un regard pensif à la boîte de chaudron en chocolat, puis haussa les épaules et en prit un troisième. Harry tapota la carte avec sa baguette, murmurant « Mais accompli », bien que ce ne fut pas le cas, et s'habilla en réfléchissant. Il fallait bien qu'il y ait une explication aux disparitions répétées de Malfoy, mais il n'arrivait pas à la découvrir. La meilleure façon d'en savoir plus aurait été de le filer. Mais même avec la cape d'invisibilité, l'idée n'était pas réalisable. Il avait ses cours, l'entraînement de Quidditch, des devoirs à faire et des leçons de transplanage, et il ne pouvait pas suivre Malfoy toute la journée sans que l'on remarque son absence. Prêt, dit-il à Ron. Il était à mi-chemin de la porte lorsqu'il s'aperçut que Ron n'avait pas bougé. Appuyé contre la colonne de son lit, et il contemplait la fenêtre ruisselante de pluie d'un regard étrangement vague. Ron, le petit-déj. Je n'ai pas faim. Harry l'observa attentivement. Je croyais que tu avais dit. Bon, d'accord, je vais descendre avec toi, soupira Ron. Mais je ne veux rien manger. Harry scruta son visage d'un air soupçonneux. Tu viens d'avaler la moitié d'une boîte de chaudron en chocolat, non? Ce n'est pas ça, dit Ron, avec un nouveau soupir. Tu ne peux pas comprendre. Comme tu voudras, dit Harry, déconcerté. Il se retourna vers la porte. Harry, lança soudain Ron. Quoi? Harry, je ne peux plus supporter ça. Qu'est-ce que tu ne peux plus supporter? S'étonna Harry, qui commençait à être véritablement inquiet. Ron avait le teint pâle et semblait au bord de la nausée. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle, dit-il, d'une voix rauque. Harry le regarda bouche bée. Il ne s'était pas attendu à cela et n'avait pas très envie d'en entendre parler. Il avait beau être ami. Si Ron se mettait à appeler Lave-Lave, il y réagirait fermement. En quoi ça t'interdit de prendre ton petit déjeuner? Demanda Harry, essayant de faire preuve d'un peu de bon sens. Je crois que je n'existe même pas pour elle, se désola Ron d'un geste désespéré. Bien sûr que si, tu existes, répliqua Harry, décontenancé. Elle n'arrête pas de t'embrasser, non? Ron cligna des yeux. Mais de qui tu parles? Et toi, de qui
basse. Lorsqu'il prononça ce nom, son visage sembla s'illuminer, comme baigné par le plus grand des rayons de soleil. Ils se regardèrent pendant près d'une minute, puis Harry reprit. « C'est une plaisanterie, tu me fais une farce. »« Harry, je crois que je suis amoureux d'elle, déclara Ron d'une voix étranglée. Ok, dit Harry, en se rapprochant de Ron pour regarder de plus près ses yeux vitreux et son teint blême. Maintenant, répète-moi ça sans rire. Je l'aime, murmura Ron, le souffle court. Tu as vu ses cheveux? Ils sont noirs, brillants, soyeux, et ses yeux, ses grands yeux sombres, et son... Écoute, c'est très drôle, l'interrompit Harry agacé. Mais la plaisanterie a assez duré, d'accord? Laisse tomber. Il tourna les talons et repartit vers la porte. Mais à peine avait-il fait 2 pas qu'il reçut un coup violent sur l'oreille droite. Titubant, il vit alors Ron brandir le poing, le visage déformé par la rage, et il s'apprêtait à frapper à nouveau. Harry réagit instinctivement. Sa baguette jaillit de sa poche, et l'incantation lui vint à l'esprit sans qu'il ait pris le temps de réfléchir. Lévicorpus. Ron poussa un hurlement et se retrouva d'une nouvelle fois suspendu en l'air par la cheville, sa robe de sorcier se rabattant sur lui. « Pourquoi tu m'as frappé ?» s'écria Harry. « Tu l'as insulté. Tu as dit que c'était une plaisanterie » s'exclama Ron, dont le teint devient violacé à mesure que son sang affluait à son visage. « C'est de la folie, répliqua Harry. « Qu'est-ce qui te... » À cet instant, il vit la boîte ouverte sur le lit de Ron, et la vérité le frappa avec la force d'un troll en pleine course. « Où est-ce que tu as eu ces chaudrons en chocolat ?»« C'était un cadeau d'anniversaire, s'écria Ron, qui tournait lentement dans le vide en essayant de se libérer. « Je t'en ai proposé, non? Tu les as ramassés par terre, c'est ça? Ils étaient tombés de mon lit. Laisse-moi redescendre. Ils ne sont pas ton lit, espèce d'imbécile. Tu ne comprends donc pas. Ils étaient à moi. Je les ai enlevés de ma valise quand je cherchais la carte. Ce sont les chaudrons en chocolat que Romilda m'a offerts avant Noël, et ils ont été trafiqués avec un filtre d'amour. » Mais Ron semblait n'avoir pas entendu un seul mot. Non, mais Ron semblait n'avoir entendu qu'un seul mot. « Romilda, répéta-t-il. Tu as dit Romilda. Harry, tu la connais. Tu me la présentes. » Le visage de Ron, toujours suspendu par la cheville, exprimait à présent un immense espoir. Et Harry dut réprimer une forte envie d'éclater de rire. Une partie de lui-même, celle qui se trouvait la plus proche de son oreille douloureuse, était très tentée de libérer Ron et de le regarder devenir fou d'amour pour Romilda jusqu'à ce que les effets du filtre se dissipent. Mais d'un autre côté, il était censé être ami. Ron n'était pas dans son état normal lorsqu'il l'avait frappé, et Harry pensa qu'il méritait un autre coup de poing s'il laissait Ron déclarer à Romilda Vane son amour éternel. « Bon, je vais te la présenter, promit Harry, en réfléchissant très vite. Je te relâche, d'accord ?» Il envoya Ron s'écraser sur le sol sans ménagement. Son oreille lui faisait décidément très mal. Mais il le vit se relever avec un grand sourire comme si de rien n'était. « Tu la trouveras dans le bureau de Slughorn, dit Harry d'un ton assuré. » Et il se dirigea vers la porte du dortoir. « Qu'est-ce qu'elle fabrique là-bas » interrogea Ron, anxieux, en se hâtant derrière lui. « Elle prend des cours particuliers de potions, » répondit Harry, prêt à inventer n'importe quoi. « Je pourrais peut-être demander à en prendre en même temps qu'elle, suggéra Ron, le regard avide. « Excellente idée, approuva Harry. » Lavande attendait près de l'ouverture du portrait, une complication que Harry n'avait pas prévue. « Tu es en retard, ronron, dit-elle, d'un air boudeur. « J'ai un cadeau d'anniv. Laisse-moi tranquille, » interrompit Ron agacé. « Harry va me présenter Romilda Vane. » Et, sans s'ajouter un mot, et il sortit dans le couloir. Harry essaya d'adresser à Lavande un regard d'excuse, mais sans doute eut-il l'air simplement amusé, car elle parut encore plus offensée lorsque le portrait de la grosse dame se referma derrière eux. Harry avait craint que Slughorn soit redescendu prendre son petit déjeuner, mais dès qu'il eut frappé, il ouvrit la porte, vêtu d'une robe de chambre en velours vert avec un bonnet nu de nuit assorti, l'œil plutôt vague. « Harry, marmonna-t-elle,
Je fais la grasse matinée le samedi. Professeur, je suis désolé de vous déranger, dit Harry, en baissant la voix le plus possible tandis que Ron se dressait sur la pointe des pieds pour essayer de regarder à l'intérieur du bureau. Mais mon ami Ron a avalé par erreur un filtre d'amour. Vous ne pourriez pas lui donner un petit Tot. Je l'emmènerais bien voir Madame Pomme-Fraîche. Mais les produits en provenance de farce pour sorciers facétieux sont interdits. Alors pour éviter les questions embarrassantes, je vous aurais cru capable d'improviser vous-même un petit remède, Harry. Un expert en potions tel que vous, remarqua Slughorn. Répondit Harry, quelque peu distrait par Ron qui tentait d'entrer de force dans la pièce en lui tenant des coups de coude dans les coudes. Je n'ai encore jamais préparé d'antidote à un filtre d'amour, monsieur, et le temps que j'y parvienne, Ron aurait peut-être déjà commis des actes regrettables. Ron eut la bonne idée de choisir ce moment pour lancer d'un ton gémissant. Je ne la vois pas, Harry. Tu crois qu'il la cache? La potion n'avait-elle pas dépassé la date limite de consommation? Demanda Slughorn, qui observait Ron à présent avec un intérêt de professionnel. Pourquoi plus on les garde et plus elles deviennent puissantes? Ça expliquerait beaucoup de choses, dit Harry, la voix haletante, car il devait littéralement lutter contre Ron pour l'empêcher de renverser Slughorn. C'est son anniversaire, professeur, ajouta-t-il d'un ton implorant. Bon, très bien, alors entrez, proposa Slughorn en se laissant fléchir. J'ai le nécessaire dans ma trousse, ce n'est pas un antidote très compliqué. Ron se précipita soudain dans le bureau encombré et surchauffé de Slughorn, trébuchant contre un petit tabouret à pompons, reprit son équilibre en se rattrapant au cou de Harry et murmura. Elle n'a pas vu ça, hein, elle ne l'a pas vu. Elle n'est pas encore là, le rassura Harry qui regardait Slughorn ouvrir son nécessaire à potion et mélanger dans un petit flacon de cristal une pincée de ceci et une pincée de cela. Tant mieux, dit Ron d'un ton enfiévré. J'ai l'air comment? Très séduisant, affirma Slughorn avec douceur en lui tendant un verre rempli d'un liquide clair. Buvez donc ça. C'est un tonique pour les nerfs qui vous permettra de rester calme quand elle arrivera, vous comprenez? Excellent, s'exclama Ron avide, et il avala bruyamment l'antidote. Harry et Slughorn l'observèrent. Pendant un moment, Ron parut rayonner, puis, peu à peu, son sourire s'affaissa et s'évanouit, remplacé par une expression de suprême horreur. Alors, on retrouve ses esprits, demanda Harry avec un sourire. Slughorn bouffa. Merci beaucoup, professeur. Mais ce n'est rien, mon garçon, ce n'est rien du tout, répondit Slughorn en pendant que Ron s'effondrait dans un fauteuil proche, l'air anéanti. Un petit remontant, voilà ce qu'il vous faut, poursuivit Slughorn, qui se hâta à présent vers une étage chargée de bouteilles. J'ai de la bière au beurre, j'ai du vin. Il me reste une dernière bouteille de cet hydromel vieilli en fût. Je voulais l'offrir à Dumbledore pour Noël, mais bon. Il haussa les épaules. Ça ne lui manquera pas puisqu'il ne saura jamais que c'était pour lui. Pourquoi ne pas l'ouvrir maintenant pour fêter l'anniversaire de Monsieur Weasley? Rien de mieux qu'un fin d'alcool pour chasser les tourments d'un amour déçu. Il bouffa à nouveau et Harry l'imita. C'était la première fois qu'elle se trouvait presque seule avec Slughorn depuis la première tentative désastreuse pour lui arracher son vrai souvenir. Peut-être qu'il s'y parvenait à le maintenir de bonne humeur, peut-être que s'il buvait suffisamment d'hydromel vieilli en fût. « Tenez-moi ça, dit Slughorn. Il tendit un verre d'hydromel à Harry et à Ron avant de lever le sien. Eh bien, bon anniversaire, Ralph. Ron, murmura Harry. Mais Ron, qui ne semblait pas attendu qu'on lui portait un toast, avait déjà avalé son hydromel. En une seconde, à peine plus que le temps d'un battement de cœur, Harry comprit que quelque chose de terrible venait de se produire, alors que Slughorn n'avait apparemment rien vu. Et je vous souhaite encore plus de nombreux autres. Ron! Ron avait lâché son verre. Il se leva à demi de son fauteuil, puis s'effondra. Les membres s'agitaient de spasmes. De l'écume coulait de ses lèvres, et il avait les yeux exorbités. Professeur, hurla Harry, faites quelque
quelque chose. Mais Slughorn ne semblait paralysé. Ron se convulsait, s'étranglait, le visage bleu. Quoi? Mais balbutina Slughorn. Harry bondit par-dessus une table basse et se rua sur le nécessaire à potions resté ouvert, fouillant parmi les flacons et les petits sacs de cuir, tandis que derrière lui, d'horribles gargouillements s'échappaient de la gorge de Ron. Enfin, il la trouva, la petite pierre racornie en forme de rognon que Slughorn lui avait prise en cours de potion. Il se précipita aux côtés de Ron, lui écarta les mâchoires de force et lui enfonça le péso dans la bouche. Ron fut parcouru d'un long frisson. Il eut un hoquet rauque et son corps devint flasque, immobile. C'est tout pour ce soir, les loulous. Oui. Bon jeu du coup. Bon, c'est terrible pour terminer comme fin de chapitre. C'est comme ça, hein. On choisit pas. Tout va bien. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Demain, on termine normalement la quête d'Anna, qui est un point and click bien sympa. Voilà, on va terminer ça demain. Jeudi, on termine Hellblade. Voilà. J'espère avec la fin secrète, puisque j'ai dû refaire le jeu entièrement. Et j'ai récupéré toutes les runes sur le chemin.